On dit souvent que la création est d'autant plus importante qu'elle se fait dans la douleur, dans la souffrance, y compris historique. Et donc je me demande qu'est-ce qui va sortir de la pandémie, qui a quand même été quelque chose et qui n'est pas fini, de très douloureux, et de cette guerre actuelle. Est-ce qu'il en sortira des nouvelles formes de culture, des nouvelles formes artistiques, théâtrales, musicales, etc. Ça m'intéresserait beaucoup. Autrement dit, je me situe du point de vue de la production, pas simplement du point de vue de la consommation ou de l'accès à la culture. Michel Viaviorka. On est à la Librairie du Globe, la librairie russe de Paris. Et aujourd'hui, je ne sais plus quel jour de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Je pense que c'est le 32e jour. Vous êtes sociologue, vous avez écrit beaucoup de livres. Et je veux commencer notre entretien par le thème qui était présenté dans la gravure de Dürer, les 4 chevaliers d'Apocalypse. Le premier étant la peste, sur un cheval noir, je pense, blanc. Le deuxième étant la guerre. Le troisième étant la famine. Et le dernier, sur un cheval pâle, c'est la mort. Vous avez écrit sur la Covid. En tout cas, vous avez parlé sur la Covid. Votre livre Métamorphose ou Déchéance, où va la France? Aujourd'hui, ce livre, Où va la France, je pense que où va le monde? Est-ce qu'on est dans la gravure de Dürer? Est-ce que c'est l'apocalypse? Sociologiquement parlant. Ça fait partie des hypothèses, ça fait partie des possibles, ça fait partie des menaces, ça fait partie de ce qui doit être absolument au cœur de nos préoccupations. La pandémie, c'est la peste, d'une certaine manière. La guerre en Ukraine, c'est la guerre. La famine, écoutez... Ça va suivre. C'est sinon déjà le cas, du moins, on voit très bien, à l'échelle de la planète, des pays entiers dépendants, en particulier du blé, ou des produits, d'ailleurs des engrais ou autres, liés au gaz, connaître d'énormes difficultés. Alors la mort, ça, espérons que ça ne sera qu'un moment. On n'en connaît jamais la date. On n'en connaît pas la date, mais je crois qu'effectivement, on est dans une période où il faut se préoccuper de grandes choses, y compris dans des pays qui semblaient loin de ces grandes choses. Là, si vous avez raison de dire que je me pose des questions sur la France, je devrais me poser la question du monde. Je suis d'accord avec vous. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi j'ai mis ce titre, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, il y a longtemps que je me bats pour qu'en France, on refuse ce qu'un de mes collègues allemands, qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Ulrich Beck, appelait le nationalisme méthodologique. Alors l'expression est un peu bizarre, ça voulait dire qu'il se battait contre le fait d'analyser les problèmes d'un pays uniquement en se situant du point de vue de sa nation, du point de vue de l'intérieur, d'avoir comme méthode, en quelque sorte, comme démarche intellectuelle, de se limiter au cadre de l'État-nation. Ben non, évidemment pas. Et en ce moment, on prend tout globalement, et la réponse d'ailleurs d'un certain nombre d'acteurs politiques, c'est ben, je me replie sur mon État-nation, hein, je le ferme, c'est la guerre. Mais si vous voulez, les problèmes sont planétaires, les problèmes sont globaux. Alors oui, c'est plutôt comme ça que je réfléchis d'habitude, mais là, j'ai voulu me centrer sur la France, mais je vais vous dire aussi pourquoi. J'ai écrit ce livre pendant le confinement. Je n'avais rien d'autre à faire qu'à lire, qu'à rechercher ce que je n'avais pas chez moi sur Internet, à réécrire, à réfléchir, à téléphoner aussi, bien sûr, à communiquer. Mais j'étais vraiment dans mon cadre national et je voyais déjà un certain nombre de choses se profiler, mais pas la guerre, je dois le dire, pas la guerre chez nous. Et vous savez, pour un Français, c'est très particulier. Parce que on est sorti de la guerre en 62.
il y a eu, c'était donc il y a juste 60 ans, les accords d'Évian, c'est-à-dire qu'on signe la fin de la guerre en Algérie. Ça laissera un impact qui dure encore aujourd'hui, mais on arrête la guerre proprement dite à ce moment-là. Et pendant 60 ans, les Français, ils ont été en dehors de l'histoire, parce que l'histoire, c'est la guerre. Et donc, on a été en dehors de l'histoire, et brusquement, on reprend tout ça sur le coin de la figure. Ça, c'est pour les Français. Mais vous avez raison, il faut regarder aussi ce qui se passe ailleurs et réfléchir à l'échelle de la planète. On est ici dans une librairie, moi-même je suis éditrice, donc je suis plutôt dans le monde de culture. La sociologie, je ne sais pas quelle est sa part qui se trouve dans la culture, mais je sais, Marx disait que la culture c'est l'idéologie, et le peu de livres que j'ai lus sur la sociologie, la culture en fait une grande partie. Aujourd'hui, cette guerre, bien sûr qu'elle est militaire, mais c'est surtout une guerre, à mon sens, de deux mondes. C'est une guerre de la Russie endoctrinée qui se recroqueville dans son orthodoxie, dans la pire version, et le monde occidental qu'elle voit comme quelque chose de décadent. Et ce monde qu'elle voit décadent, c'est le thématique de la science de sociologie. C'est-à-dire que qu'est-ce que le russe orthodoxe, celui qui est pour cette guerre, qu'est-ce qu'il déteste? Pourquoi il déteste tant cette culture occidentale? Parce que si on caricature, il est homosexuel, il y a des femmes avec des barbes, les enfants n'appartiennent plus, il n'y a plus de parents, il n'y a plus de famille. En fait, c'est une grosse guerre idéologique et je voudrais votre opinion de sociologue là-dessus. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses ce que vous dites là, et c'est des ouvertures importantes. Alors je vais essayer de naviguer dans les préoccupations que vous... Mais dans le cadre culturel plutôt, oui. Religieux même. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Si vous permettez, je vais partir du début des années 90. Au début des années 90, c'est l'effondrement du système soviétique. C'est Gorbatchev qui laisse la place à Yeltsin, puis ce sera ensuite d'ailleurs Poutine. Et dans ce contexte, on pourrait même partir de 89, la chute du mur de Berlin. Dans ce contexte, vous avez deux grandes pensées de type sociologique ou sociopolitique, de type sciences sociales et politiques. Vous voyez, j'élargis un peu les choses pour ne pas être trop corporatiste ou enfermé dans une discipline. Vous avez deux grandes pensées qui semblent s'imposer dans le débat et dans la réflexion. La première, c'est Fukuyama. Francis Fukuyama, c'est un politologue américain qui dit « c'est la fin de l'histoire ». Ce qui est en train de se passer, le mur du Berlin chute, ça veut dire, explique-t-il, qu'il n'y a plus aucune alternative à la démocratie et au marché. Alors, il y a des gens qui ne seront pas évidemment en faveur de la démocratie ou du marché, mais il n'y a plus rien à leur opposer. Alors aujourd'hui, avec le recul du temps, on se dit quelle arrogance et quelle vision à court terme. Parce que Poutine a inventé quelque chose. On est dans les débris du modèle soviétique, et dans ces débris, on a vu se mettre en place un nouveau système. Et là, le sociologue peut essayer d'y réfléchir. Quel est ce système? Avant d'être culturel, mais je vais arriver chez vous, bien sûr, mais avant d'être culturel, ce système, il est social et économique. C'est-à-dire, il n'y a plus le parti État, mais qu'est-ce qui reste? Les services de renseignement, les services de police, tout ce qui est hors, l'armée et le nucléaire. Une partie de la société qui a cru s'enrichir, aller dans le marché, les apparatchiks au sommet, et puis aussi ces centaines de milliers de nouveaux entrepreneurs, de gens qui se reconvertissent, de la nomenclature, tous ces gens qui dirigeaient des usines, des entreprises pour le compte du parti État et qui vont les diriger pour leur propre compte. Ça fait du monde. Plus toutes ces couches moyennes qui veulent rentrer dans le consumérisme. C'est énorme. Moi, je me souviens de la naissance d'une revue qui s'appelait Commerçante. Bon, des gens comme ça. Bon, j'ai pas un jugement négatif forcément, mais ces gens-là ne sont pas avant tout des démocrates. Ils sont surtout des consommateurs, souvent, et des gens intéressés par le business, par l'argent. Donc, assez loin de la culture, justement. D'un côté, ça fait partie de ce nouveau système. Et puis, toujours dans ce nouveau système, il y a une partie de la population
qui est comme fossilisé depuis la Seconde Guerre mondiale. Les gens, moi, ça m'a toujours frappé quand je vais en Russie, je ouvre la télé dans ma chambre d'hôtel, et une fois sur deux, il y a un film de guerre de la Seconde Guerre mondiale. C'est incroyable. Je veux dire, qu'il y en ait un tous les 3 mois, oui, mais qu'il y en ait en permanence. Et donc, cette partie de la population qui n'a pas, dont les catégories alors, intellectuelles, culturelles, n'ont pas changé depuis, eh bien oui, effectivement, Stalingrad, les horreurs de la guerre, les millions de morts, et finalement une victoire, mais au prix de sacrifices énormes. Et donc, ça existe aussi, cette partie de la population. Alors, j'en arrive à votre interrogation. Moi, je crois que la culture dont vous parlez n'est pas très présente, malheureusement, dans l'analyse qu'il faudrait faire et dans la réalité de ces situations. Parce que, qu'est-ce qui fait que Poutine peut agir? Parce que, alors l'idée qu'il est tout seul, complètement isolé, moi je n'y crois pas. Non. Je n'y crois pas. Non, non. Oui, c'est un collectif. Voilà, il décide certainement en autoritaire, mais il a une connaissance de ce qui se passe dans son pays, et il manipule, et il contrôle l'information, il l'oriente, etc. C'est en tout cas mon image. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens sont contents parce que Poutine, il leur dit finalement, l'époque soviétique, il n'y a pas à en rougir, il n'y a pas à en avoir honte. Il réconcilie, je trouve, son pays avec l'époque soviétique, sans dire on va retourner... Plus, il réconcilie avec la culture traditionnelle russe, qui est forte. Et j'y arrive, et il remonte plus loin, en quelque sorte, et il réconcilie avec une culture. Après tout, normalement, quand on est communiste, on est contre la religion, on n'aime pas l'orthodoxie, etc. Il a fait affaire, si je peux dire, avec la... Le communisme, c'est la religion. Ben, oui, mais là maintenant, l'orthodoxie, le christianisme orthodoxe a pignon sur rue et je dirais même soutient ou est obligé de soutenir. C'est un parti politique. Voilà, exactement. L'Église orthodoxe russe, c'est un parti politique. Exactement. Qui coûte pas beaucoup. Exactement. Donc, voilà. Ensuite, on voit aussi fleurir, j'ai envie de dire presque l'anticulture, c'est-à-dire on prend des morceaux de la belle culture russe pour en faire des discours d'extrême droite. J'ai pas lu directement, mais j'ai lu des articles sur Alexandre Douguine, ce genre de choses, vous voyez, où on bricole des éléments culturels qui sont liés à la grande culture russe. Alors, est-ce que c'est une guerre qui est fondamentalement une guerre culturelle entre deux univers? Là, on en arrive au deuxième personnage. J'ai fait un long détour. Je vous ai dit, le premier personnage important des années 90, du point de vue de la science politique, de la science sociale, c'est Fukuyama. Le deuxième, c'est Samuel Huntington. Lui aussi, c'est un Américain. Mais lui, il dit, le monde est en train de se préparer au choc des civilisations. Le mot américain, c'est clash. Le clash des civilisations. Et le choc des civilisations, c'est que nous aurons de plus en plus des civilisations qui vont rentrer en conflit. Mais lui, il dit la première grande affaire, elle est religieuse. C'est l'islam contre l'Occident. En réalité, ce que l'on voit, c'est pas tout à fait ça. Là encore, puisque d'un côté, c'est très intéressant, aujourd'hui même, au moment où nous nous parlons, vous avez une rencontre assez surréaliste, pour qui connaît l'histoire, entre l'État d'Israël, les États-Unis et un certain nombre de pays arabes, qui travaillent maintenant la main dans la main. Donc le choc des civilisations, pas vraiment, pas celui-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un pays de culture russe attaquer un autre pays de culture, au moins en grande partie russe, l'Ukraine, en lui disant « t'es ma petite sœur » ou « t'es mon petit frère » et tu as voulu t'émanciper, tu n'as pas le droit, et je te bombarde, et je détruis tes villes, etc. Et donc, on n'a pas un choc culturel direct. C'est en tout cas comme ça que je vois les choses. C'est pas la culture, la bonne culture russe contre je ne sais quel diable, c'est la culture russe contre une variante de la culture russe, dans le discours de Poutine. Et ce à quoi répond l'Ukraine, oui, peut-être, et d'ailleurs je vous réponds en russe, nous parlons quand même, soit une langue très proche, soit la même langue, mais nous, notre culture maintenant, elle est du côté de l'état de droit
de la démocratie, d'un certain nombre de valeurs qu'on peut appeler occidentales. Et donc, vous avez un chef d'État autoritaire qui, fort du soutien de certains milieux, soit d'argent, soit ces milieux un peu fossilisés dont je vous ai parlé, parle au nom d'une certaine vision de la Russie et de la culture russe, contre en réalité des gens qui peuvent être de cette même culture, mais, ou qui ont des liens avec elle, mais qui appartiennent à une autre culture politique. Et donc, je ne suis pas encore sur les chemins de l'art, de la littérature, du théâtre, de la poésie, enfin, les choses dont, de la peinture, les choses dont vous, évidemment, vous souhaitez que nous parlions, mais je commence à m'en approcher en vous disant l'énorme paradoxe de tout ça, ça n'est pas le choc des civilisations, ni même le choc des cultures. C'est, me semble-t-il, le choc de la barbarie contre la culture, une barbarie qui essaye d'instrumentaliser des éléments qui appartiennent à la culture russe, mais aussi à la culture de l'humanité. Après tout, je suis convaincu que s'il le fallait, Poutine pourrait citer Tolstoï, Dostoïevski, etc., sans gêne, s'il le fallait. Il les cite, et d'ailleurs, heureusement que Poutine, quand il était jeune, il est tombé sur les livres des philosophes cosmistes. Je pense que c'est ça le fond de sa doctrine aujourd'hui, et pas sur Wells qui a écrit La guerre des étoiles, parce que sans ça, aujourd'hui, il accuserait les Ukrainiens d'être des Martiens et il aurait déclaré la guerre aux Martiens. Bref, moi je suis quand même persuadée que l'Ukraine ne représente pas un ersatz de la culture russe, elle représente la civilisation. Or, pour moi, la civilisation occidentale, elle est plutôt économique. C'est-à-dire que les gens en Occident ont des choses à perdre, ils ont construit des... Enfin, il y a l'architecture, d'ailleurs, il y a la sociologie de l'architecture, j'ai appris ça. Hein. Et la Russie, c'est une société où tout était construit en bois. On n'a même pas la mémoire architecturale. Tout ce qui aujourd'hui est resté intact dans l'architecture russe a été créé par les Occidentaux. Donc Poutine ou les Russes orthodoxes veulent revenir dans l'état de la vieille Russie presque païenne. Et je pense que c'est quand même le choc de civilisation parce que les Russes qui prétendent être un peuple de culture et notre élite à nous, enfin leur élite à eux, parce qu'aujourd'hui je suis du côté de l'Occident, elle est culturelle. Votre culture à vous, votre élite à vous, elle est plutôt économique, elle est plutôt de management. Et je pense que le conflit, il est là-dessus. La culture contre une société économique, de consommation. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais l'arme que l'Occident a choisie contre cette Russie dégradée, c'est quoi? C'est couper la carte bancaire. C'est enlever à l'oligarchie le confort de la vie. Donc, ils réduisent la civilisation occidentale au confort, à l'argent et au style de vie de l'oligarchie. Je résiste un petit peu. J'espère. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que on est dans une situation de guerre et donc le problème n'est pas de défendre la culture ou de la critiquer ou de la contester. Le problème c'est d'être efficace. Et donc, moi je ne sais pas si c'est efficace ou pas, mais les sanctions économiques pour les dirigeants occidentaux seraient efficaces. Donc ils les mettent en place. Mais vous avez comme moi vu ces affaires qui moi m'ont profondément fait réfléchir d'appel au monde de la culture occidentale pour boycotter le monde de la culture russe. Et donc là, on rentre dans autre chose. Donc mon premier élément de réponse, c'est vous dire, attention, nous ne sommes pas uniquement sur le chemin de la vie économique. Moi, personnellement, je suis contre le boycott des artistes, etc. Et je suis même contre le fait de demander à des artistes ou à des scientifiques ou autres, leur demander de s'exprimer publiquement contre Poutine et sinon on les boycotte. Parce que moi, je pense qu'au contraire, il ne faut évidemment pas donner
la parole ou donner comment dirais-je, ouvrir un boulevard à des gens qui défendraient explicitement. Petit. Enfin, un musicien, un chef d'orchestre, un peintre, un homme de théâtre, que sais-je, on ne peut quand même pas lui dire « dis du mal du régime, prends le risque que ta famille ait des ennuis, que ta carrière soit terminée, etc. Prends des risques énormes si tu veux continuer à ce qu'on te respecte en Occident. » Ce qu'on peut lui dire, c'est « tu n'as rien dit, on considère que si tu ne dis rien, tu mérites tout à fait d'exister. » Et j'ajoute que si l'on veut pouvoir ensuite renouer avec ce monde artistique, etc., ben, il vaut mieux avoir évité de couper tous les ponts. J'ai dirigé pendant plusieurs années une institution qui, avant moi, la Maison des sciences de l'homme, était dans mon domaine, les sciences sociales, une des rares institutions dans le monde occidental qui avait continué à faire vivre des relations avec l'Union soviétique malgré la guerre froide. Alors qu'est-ce qui se passait? Il y avait une circulation assez dense de personnes entre le monde russe ou autre d'ailleurs, des Polonais, des Bulgares, etc., et cette institution. Alors évidemment, le prix à payer, je vais vous dire ce que c'était, c'est qu'il fallait aussi inviter des membres de la nomenclature. Si on voulait inviter 3 sociologues de qualité, ben, il fallait inviter 1 ou 2 nomenclaturistes, mais au moins on a maintenu des liens, et c'était très précieux. Alors, ça c'est le début de ma réponse. Mais la vraie réponse que je voudrais faire, beaucoup plus en profondeur, je crois, moi, que la guerre dont vous parlez, la guerre culturelle, ou l'opposition culturelle, elle n'est pas seulement entre eux et nous, elle est aussi chez nous, et surtout là-bas. Oui. Et alors, je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire russe, mais enfin, j'avais été très intéressé par les 2 gros volumes de Franco Venturi, un historien italien, sur les populistes russes. C'est certainement un livre que vous avez vendu ou vous vendez, c'est un livre exceptionnel. Et donc c'est un livre où il a décrit cette histoire qui commence en gros à la moitié du 19e siècle, Herzen, des personnages comme ça, cette histoire où une tension très forte se joue entre, je vais le dire comme ça, slavophiles et pro-occidentaux. Et je pense que la Russie, elle a toujours été sous cette tension. Ça a commencé bien avant, évidemment. Et donc, je pense que la question dont vous parlez, cette tension entre une culture occidentale, mais à prétention universelle, et un monde russe tenté par la slavophilie, mais ouvert aussi chez certains à cette culture occidentale, eh bien, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, c'est pour ça que je résiste un peu à votre analyse, parce que je ne désespère pas de la Russie, je vais vous le dire comme ça, moi non plus. et de sa capacité justement à continuer à faire vivre cette tension. Je veux juste comprendre la genèse de cette guerre. Et il me faut... moi, je ne suis pas une scientifique. Moi, je pense que la genèse de cette guerre... Alors, je ne la vois pas comme, je ne la vois pas comme culturelle. Je pense que vous et moi, nous, pour des raisons différentes, mais nous voulons réfléchir sur la longue durée. Nous voulons réfléchir sans simplement savoir si demain telle ville d'Ukraine va être prise ou pas, etc. C'est pas ça l'objet. C'est plus profond, on ne court pas seulement après l'actualité. Bah, dans ce cas-là, ma question, qui est une question à un sociologue, on est du matin au soir bombardé par des sondages. C'était les sondages avant les élections présidentielles. Maintenant, on nous dit, sondage, combien de Russes sont pour ou contre Poutine. N'est-ce pas regarder juste sous les pieds ou le nombril? C'est les sondages. Enfin, on vit dans la dictature de sondages. Et c'est absolument pas dans la perspective, à mon avis. Alors, vous parlez à quelqu'un qui souffre beaucoup de ce problème-là, personnellement comme sociologue. Vous n'êtes pas à la création de ce problème, vous, sociologue? Non, mais aujourd'hui... Enfin, je veux dire, non. À l'origine. Non, les premiers grands sondages, c'est aux États-Unis, dans les années 30, Gallup, et il y avait certainement eu des sociologues ou des gens des sciences sociales qui ont participé à ces aventures, mais c'est autre chose. Hein, c'est un autre univers intellectuel, je pense. Mais le problème, pour les sociologues aujourd'hui, c'est qu'ils sont comme supplantés en Occident par les instituts de sondage. Qu'autrement dit,
la sociologie, elle existe. Vous n'imaginez pas l'immensité de ce que produisent des sociologues, mais ce n'est pas ce qui intéresse le public. Et donc, ce qui intéresse le public, c'est ce que disent les sondeurs, qui font bien leur travail ou moins bien. Et pour vous le dire très simplement, si on me demande quel est le livre qui a eu le plus de succès comme analyse sociologique de la France, je vous répondrai Jérôme Fourquet sur l'archipel, qui décrit la France comme un archipel, c'est un livre de sondeur. C'est un sondeur, Jérôme Fourquet. Et donc, je vais vous le dire encore autrement, de façon un peu personnelle, il y a encore une dizaine d'années, il ne pouvait pas y avoir d'élection en France sans que moi-même et des gens qui ont un profil un peu comme moi soyons invités sur des plateaux de télé. C'est fini. On invite des sondeurs, des journalistes, des commentateurs, des experts. Donc ma première remarque, c'est ça, c'est que les sciences sociales aujourd'hui sont recouvertes par les sondages et que ça ne me semble pas être une bonne chose parce que les sondages, c'est nécessairement superficiel, ça colle à l'esprit du temps, à l'air du temps, ça ne va pas en profondeur et que ça nous donne une image qui, me semble-t-il, est très pauvre. Deuxième remarque, si vous permettez. Oui. Deuxième remarque, déjà en Occident, les sondages ne sont pas fiables. Ah oui. Alors on va parler de la Russie dans une seconde. Enfin, rappelez-vous, aux États-Unis, Trump élu malgré les sondeurs. Alors il faut savoir comment travaillent les sondeurs. Alors je ne vais pas être excessif et je ne voudrais pas risquer la diffamation, donc je vais être prudent. Mais enfin, vous savez, les instituts de sondage, ils corrigent, ils rectifient les résultats qu'ils ont. Alors c'est déjà pas brillant de croire qu'on comprend tout parce qu'on a imposé un certain nombre de questions à 1000 personnes. Mais en plus, une fois qu'ils ont les résultats, ils se disent « Oh là, je vais ajouter 3% ou je vais retirer 2%. » Il faut rectifier pour tenir compte de choses. Par exemple, dans le passé, les Français, quand on les sondait « Est-ce que vous allez voter pour le Front National ?» Comme c'était honteux, ils ne le disaient pas. Maintenant, ça a cessé d'être honteux. Et comme ils ne le disaient pas, et que les instituts de sondage le savaient, ils se disaient, on a, je dis n'importe quoi bien sûr, 14% de personnes qui ont dit qu'elles allaient voter pour le Front National, on va mettre 18 parce qu'il y a au moins 3 ou 4% qui n'ont pas répondu. Oui. Donc, alors ça, c'est pas très fiable les sondages, et on le sait. Et ils le savent d'ailleurs eux-mêmes maintenant, parce qu'ils ont eu des grosses déconvenues. Mais ça, c'est pour chez nous. Alors imaginez maintenant que vous allez en Russie, où il est interdit de prononcer le mot « guerre », et où vous allez faire des sondages auprès de gens en leur demandant ce qu'ils pensent de la guerre. Ça n'existe pas. On ne sait absolument pas de façon sérieuse ce qui se passe en Russie dans l'opinion, dans la tête des Russes. Donc moi, je me méfie beaucoup. À la grande époque de la glasnost et de la perestroïka, quand est apparu et quand se sont développés les instituts de sondage, là oui, c'était sérieux. Moi j'avais de l'amitié et de l'admiration pour un sociologue qui utilisait des méthodes de sondage, mais sur des échantillons beaucoup plus larges que ce qu'on utilise en général en France, Yuri Levada, qui a créé un centre qui porte son nom, il est mort il y a quelques années. C'était quelqu'un de merveilleux. Et ses recherches étaient très intéressantes. Mais ce que produit son centre aujourd'hui, on ne peut plus vraiment faire confiance, parce qu'ils ne peuvent plus travailler comme il faut. Je le fréquentais, et quelques temps avant sa mort, on s'était rencontrés, et il m'avait décrit son pays, il était déjà assez sombre. C'est une démocratie contemplative, avait-il dit. Bon, mais aujourd'hui, ça n'est plus une démocratie, et on ne contemple pas, on se tait, et on obéit. Oui. La sociologie, au départ, tel que Durkheim c'est un des pères fondateurs. Oui, le présentait, c'est l'étude des groupes. Aujourd'hui, moi-même, quand je vais à la télévision, ou quand je la regarde, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'étudie même pas les groupes, on demande des anecdotes aux gens. Aujourd'hui, on fait les témoignages, même pas de classe sociale, ou des classes... sociales, comme disait Marx. Aujourd'hui, quand on vous invite à la télévision, on vous dit racontez-moi une anecdote qui démontrerait quelque chose. Est-ce que c'est devenu une sociologie d'individus égoïstes où sont passées les analyses de couches sociales, où c'est plus d'actualité? Alors, la sociologie, si j'élargis, si je dis les sciences sociales, c'est un espace immense
vous avez toutes sortes de travaux, avec des objets de recherche qui sont les plus variés qui soient, des perspectives théoriques qui sont très opposées les unes aux autres. C'est un monde en conflit, c'est un monde qui débat, ou en tout cas où les gens ne sont pas d'accord. La difficulté de cet univers, c'est qu'il a perdu pied dans la vie publique par rapport aux années 60 ou 70. Dans les années 60 ou 70, la vie intellectuelle dans un pays comme la France, peut-être plus que d'autres, mais quand même, pas seulement, la vie intellectuelle laissait un espace immense aux sciences sociales. Aujourd'hui, la gauche est devenue inexistante, intellectuellement totalement inexistante. Mais dans les années 60-70, vous alliez acheter, dans les années 60, les temps modernes, dans les années 70, le Nouvel Observateur, si vous étiez de gauche, et là, vous aviez, par exemple, des articles, des entretiens, et pas simplement avec des grandes figures comme Sartre ou autres, mais aussi avec toutes sortes de sociologues, on vous disait Bourdieu, Touraine, Raymond Aron, etc. Et ce qui caractérisait ce type de sociologie, c'était qu'elle était capable de passer de problèmes limités, à la limite ce que vous dites, anecdotiques, à des perspectives générales. Dans mon jargon, je dirais, on était capable de monter en généralité. Un bon chercheur ne peut pas tout étudier, donc il est spécialiste d'une question ou d'une autre. Mais ça ne l'empêche pas de participer à des discussions beaucoup plus générales, parce qu'il se réclame de modes de pensée assez généraux. Alors vous étiez marxiste ou pas marxiste, structuraliste ou pas structuraliste, fonctionnaliste, etc. Mais vous étiez partie prenante d'une vie intellectuelle qui posait des grandes questions, ou qui avait des grandes perspectives, ou qui mettait en jeu des grandes orientations de la vie collective, tout en ayant une compétence sur un sujet ou sur un autre. Donc oui, vous pouviez faire la sociologie de l'architecture, la sociologie de l'art, la sociologie de la littérature, etc. Mais tout ça discutait avec d'autres sociologies, et tout ça intéressait un grand public. Aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup plus en silo, chacun dans dans sa petite boutique, si je peux dire, et se parlent peu, beaucoup moins qu'avant, et il n'y a plus les grands systèmes théoriques qui permettaient un jeu intellectuel. Aujourd'hui, c'est presque la sociologie de la pratique. La pratique, c'est ce que je sais. Du coup, je fais ma sociologie en fonction de ce que j'ai mangé le matin. Ou quel film je regarde. D'ailleurs, tout à l'heure, vous dites il y a la sociologie de cinéma, la sociologie de littérature, de l'architecture. Aujourd'hui, tout est réduit à un téléphone ou à un notebook. Et même la guerre qu'on vit, on ne la vit pas. On la crée et on la contemple via le téléphone. Que vont devenir les sociologies de l'architecture, de toutes ces choses sérieuses au moment où tout est dans le téléphone. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a même des suicides en Russie parce que Instagram n'existe plus là-bas. Alors, vous décrivez quelque chose qui est très important et pour lequel il faudrait avoir une réflexion dans le temps, pas simplement s'arrêter à l'époque actuelle. Si je le disais un peu schématiquement, bien sûr, mais il me semble que nous sommes en train de sortir d'une époque et d'entrer dans une nouvelle époque. Et que les vieux modes de pensée ne marchent plus et que les nouveaux modes de pensée qui feront sens plus tard ne sont pas encore vraiment existants. Et que dans cette période actuelle, oui, Internet, les réseaux sociaux, Twitter, il y a un historien qui s'appelle François Hartog qui dénonce ce qu'il appelle le présentisme. Le fait de ne plus être capable de penser historiquement, parce qu'on vit les choses dans l'instant présent. Alors ça prend des formes caricaturales, ça c'est très juste. Moi, vous comprenez, je suis choqué de voir par exemple des situations où on dit à des gens qui ont écrit une thèse, c'est-à-dire 3 ans, 4 ans, 5 ans de leur vie, vous avez 3 minutes pour présenter votre thèse. Bon, je ne dis pas qu'il faut s'étendre 15 heures, mais enfin moi, si on ne me donne pas une demi-heure ou 1 heure pour présenter un travail, je trouverais ça pas sérieux. Le phénomène Twitter, on vous donne, je crois, 140 signes. Bah oui, en 140 signes, on n'a pas le temps forcément de dire beaucoup de choses. Et donc oui, il y a cette pression, les médias fonctionnent beaucoup comme ça, et les gens intériorisent aussi beaucoup ça, c'est ce que vous dites, c'est que ça crée une culture,
alors qu'on retrouve partout, dans laquelle, dès qu'on est déconnecté, on est mal. On est mal. Moi, si je vous prive de votre téléphone mobile, ou disons, si vous me privez de mon téléphone mobile, mais je serai mal. Au bout de 24 heures, je serai très mal. Sauf avoir dit, bon ben d'accord, je vais me détendre, penser. Bon. On est dans la nécessité d'être connecté en permanence, d'être branché en permanence, et d'échanger, et de vivre dans une actualité vraiment très, très, très immédiate, une sorte de compression de notre existence, de notre temps. Alors ça, c'est très vrai. Je pense que ça ne durera pas éternellement. Je pense que nous commençons quand même aussi à apprendre à réfléchir à nouveau sur la plus longue durée, sur la plus longue distance. Et d'une certaine façon, la guerre nous oblige à le faire. Parce que la guerre, c'est pas simplement des armées ou des résistants. La guerre, c'est aussi qu'est-ce que je fais si j'ai pas de gaz pendant 5 ans, qu'est-ce que je fais si j'ai plus de blé, etc. Comment je réoriente mon économie si je suis responsable de l'économie dans un pays. Et on l'a vu, vous évoquiez au début de notre rencontre, vous évoquiez la peste, la pandémie. On l'a vu aussi à ce moment-là. On s'est aperçu, par exemple, en France, que certains médicaments, on ne les avait plus parce qu'ils étaient fabriqués en Chine ou en Inde et que la pandémie empêchait que ça oui, ne mais ça, pas c'est l'économie. Ce qui m'intéresse, c'est... Mais ce sera pareil, la culture. C'est la culture, parce que pendant la pandémie, chacun pour soi, et pendant la guerre, on voit au contraire que ça se soude. Et ce qui est étrange, c'est que ce qui se soude, c'est ce qu'on appelle la soupe-culture. En tout cas, les grandes cultures pensent que la culture ukrainienne, c'était une soupe-culture. D'ailleurs, ma question, je ne sais plus, enfin, comme je ne suis pas spécialiste de la sociologie, à un moment donné, il y avait la notion de déviation, y compris dans la sociologie. Et la déviation, c'est par exemple, dans l'art, c'est les actionnistes, ou la culture pop des jeunes. Et aujourd'hui, tout ce qui était sous-culture devient la grande culture. Et tout ce qui était la grande culture, à cause des réseaux sociaux ou de téléphones, comme Bach par exemple, ou Mozart, aujourd'hui, ça devient sous-culture. Parce que tu es dans le métro ou tu es en train d'éplucher ta patate, tu écoutes du Bach, après tu coupes, tu passes à autre chose, et ça devient la musique de l'ascenseur. Et en revanche, la sous-culture des actionnistes devient peut-être la grande culture de mouvement social ou d'expression sociale. Qu'en dites-vous? Moi, je suis plus optimiste que vous. Je ne suis pas pessimiste du tout. J'aime bien l'actionnisme. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je regarde, et un mot que vous n'avez pas utilisé, la démocratie ou la démocratisation de la culture. Parce que oui, Bach, c'est quand même embêtant que pour une publicité pour une voiture, on vous fasse 30 secondes de Bach, et c'est insupportable. Bon. Mais je pense que l'accès à Bach, aujourd'hui, est beaucoup plus large, y compris dans des bonnes conditions, que ce que ça pouvait être il y a 100 ans, ou il y a 200 ans, que quand Bach écrivait ce qu'il écrivait, le jouait, c'était quand même pour des publics très limités. Et donc, qu'aujourd'hui, l'accès à la belle culture, à la bonne culture, c'est quand même beaucoup élargi. Alors, le prix à payer, c'est ce que vous dites, c'est qu'on en fait n'importe quoi, bon. Et donc, c'est pour ça que je suis optimiste au sens de, il y a, me semble-t-il, quand même un accès plus large à la belle culture aujourd'hui qu'il y a 100 ans ou 200 ans. Bah, les bus qu'on arrête devant le Louvre pour que 3 bus de ploucs viennent soi-disant regarder des chefs-d'œuvre, je ne pense pas que c'est quelque chose d'utile. Mais ces bus-là, mais les gens qui descendent de ces bus il y a 100 ans n'auraient même pas pris le bus pour aller voir la Joconde, voilà. Mais surtout, moi je pense que à une échelle large, bien sûr, plus de personnes qu'avant accèdent à la musique dans des bonnes conditions, accèdent à la peinture, etc., dans des bonnes conditions. Simplement, je suis d'accord avec vous, c'est très choquant de savoir que si vous retirez la victoire de Samothrace, la Vénus de Milo et la Joconde, je ne dirais pas que le musée du Louvre ferme ses portes, mais enfin, du coup, il n'y a plus... Mais il faudrait peut-être les retirer. Non, peut-être, je dirais pas. Faisons une pétition. Non, on vous accuserait de cancel culture, on vous accuserait d'annuler la culture. À propos de cancel culture, aujourd'hui on parle, et on revient au thème qu'on a déjà évoqué, de cancel culture russe.
parce qu'on boycotte. Vous êtes spécialiste du racisme et vous êtes, je ne sais pas si vous êtes juif pratiquant ou d'origine, mais vous êtes juif polonais. Aujourd'hui, les gens qui disent qu'il faut interdire la culture russe, sont-ils conscients que la grande partie de la culture russe est une culture ashkénaze? Alors là, vous rentrez dans des choses vraiment importantes. C'est que quand on commence à voir qui sont les artistes, qui sont les musiciens, etc., on découvre qu'ils ont tous des origines, des identités, des religions, etc. Y compris juifs ashkénazes, mais pas seulement. Mais pas seulement. J'ajoute que paradoxalement, si vous allez en Israël, vous verrez qu'il y a aussi ces gens du genre je vais au musée du Louvre uniquement dans un autocar, etc. C'est un pays qui n'échappe absolument pas à ces évolutions-là. Donc si vous voulez, oui, ça veut dire une chose pour moi très très claire, c'est que si on veut faire vivre la culture, si on veut la faire reconnaître, si on veut qu'elle ait sa place dans nos sociétés, eh bien il faut savoir qu'elle peut provenir de gens très très différents. Ça peut être des juifs, mais ça peut être tout à fait autre chose. Et une question que je me pose en ce moment, mais je n'ai pas la réponse, vous l'aurez peut-être. On dit souvent que la création est d'autant plus importante qu'elle se fait dans la douleur, dans la souffrance, y compris historique. Et donc je me demande qu'est-ce qui va sortir de la pandémie, qui a quand même été quelque chose et qui n'est pas fini, de très douloureux, et de cette guerre actuelle. Est-ce qu'il en sortira des nouvelles formes de culture, des nouvelles formes artistiques, théâtrales, musicales, etc. Ça m'intéresserait beaucoup. Autrement dit, je me situe du point de vue de la production, pas simplement du point de vue de la consommation ou de l'accès à la culture. Mais vous avez raison, le point de départ de ce moment de notre conversation, c'est vraiment qui produit les œuvres les plus significatives. Bon, il n'y a pas que les juifs ashkénazes, bien entendu, mais il y en a eu. Non, mais c'est juste que les Russes, d'abord eux-mêmes, et puis les Occidentaux, ne savent pas qu'en Russie, être juif n'était pas possible, donc ils étaient tous des orthodoxes, et être juif en Russie, c'est pas du tout être juif en Occident. Être juif en Occident, c'est une religion, c'est aller à la synagogue. Les juifs russes appartenaient à un peuple. Pour eux, ils pouvaient très bien aller faire embrasser des icônes dans une église orthodoxe, mais être juif dans l'âme. Et la grande partie des... Tchaïkovski était un juif. Et si je prends comme ça au hasard les grands noms de la culture russe, c'est des gens juifs. Alors, avec ce site particulier, qui a eu une longue époque où il était interdit pratiquement aux juifs d'habiter dans la partie... Oui. Oui, 100 km, oui. Voilà. Et donc on les poussait vers la périphérie. Voilà, on les a poussés vers la périphérie, d'où d'ailleurs la forte présence juive en Ukraine dans le passé. Et donc, mais tout ça a beaucoup changé. Beaucoup de juifs russes sont partis vivre en Israël. Et ça, mais moi, je parle de cette culture que revendique cette Russie dictatoriale de Poutine, et qui prétend défendre la vraie grande culture et pas du tout une espèce de ersatz de la culture occidentale, qui est transgenre, qui n'a aucune espèce de valeur. D'ailleurs, quelle est votre analyse de l'état de culture occidentale actuellement qui est très très corrompu par des grands capitaux? Alors d'abord, juste un tout petit mot sur parce que vous dites des choses. Désolée, très oui, non, c'est passionnant, je vous ai attrapé du coup, j'ai beaucoup de questions. C'est passionnant. D'abord, il faut savoir que les mouvements extrémistes, nationalistes ou autres, ne sont jamais embarrassés par leurs contradictions. Donc, que des juifs aient fait telle ou telle œuvre musicale ou théâtrale ou autre à laquelle va se référer un pouvoir d'extrême droite, ça n'est pas un problème pour lui, jamais. Bon, ce qui n'a pas empêché Hitler, évidemment, de vouloir détruire tout ce qui était juif, y compris la culture juive. Mais c'est autre chose. Alors maintenant, j'en arrive à votre question, à savoir quel jugement on peut avoir sur la créativité actuelle. C'est quand même ça.
Moi, je suis... alors, je vois la vie intellectuelle. Moi, je vois mon domaine, d'abord. Et quand même, là, je dis grande pauvreté, dans l'ensemble. Grande pauvreté. Je trouve que... Alors, la France est peut-être un cas extrême, et je ne suis évidemment pas au courant de tout ce qui se crée, mais je trouve que ce n'est pas une période de créativité, une période de... Bon. Je pense aussi que les choses se déplacent. Je vous donne un exemple. Je ne dirais pas que Hollywood, c'est fini, mais la grande époque de Hollywood, elle est concurrencée par, d'une part, Netflix et ce genre de choses, mais aussi, d'autre part, par le cinéma indien, le cinéma... Alors, bon, le cinéma égyptien ne va pas très bien en ce moment, mais quand même, ça se déplace. Alors, est-ce qu'en ce moment, des grands talents commencent à apparaître Ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de débats proprement artistiques. Je ne les vois pas. Vous comprenez, on est dans un pays, la France, où dans le temps, quand il y avait une exposition universelle, une exposition de peinture importante, ça déclenchait des passions. Des passions. Là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de passion, alors que des choses qui pourraient quand même susciter des contestations, des... Bon, on a annoncé il y a 1 an ou 2 la mort de cet artiste qui entourait de papier la passerelle des Beaux-Arts, des choses comme ça. Bah, voilà une forme artistique qui, moi, en d'autres temps, aurait suscité d'énormes polémiques. Bon, voilà, on passe à autre chose. Donc, il y a certainement du bouillonnement, de l'effervescence, mais je ne dirais pas que je sens une forte créativité suscitant des émotions fortes, des passions fortes. Et puis, alors là, je vous parle de la France, c'est plus particulier. Et de la peinture, c'est ou de la sculpture. C'est des choses assez étroites. Il faut savoir que le marché de l'art en France est dominé par des préoccupations fiscales. Et que par conséquent, si vous voulez comprendre pourquoi brusquement des tableaux se vendent à des prix incroyables, c'est aussi parce que c'est fiscalement beaucoup plus intéressant de posséder des tableaux que de posséder des usines. Donc il y a aussi une dimension, excusez-moi de vous ramener je ne suis pas spécialement marxiste, mais de vous ramener comme ça à l'économie, mais si vous, voilà, et que c'est quand même pas un encouragement, je trouve, à la créativité que de voir le marché de l'art être à ce point dominé par l'argent, voilà, et par des préoccupations fiscales. La sociologie parle beaucoup de la mondialisation, bien sûr, y compris la mondialisation culturelle. Aujourd'hui, les enfants du monde entier connaissent Mickey Mouse, mais ils ne connaissent peut-être pas les héros de leur propre folklore. Chez nous, c'est Baba Yaga. Je ne sais pas si un jeune enfant russe va citer automatiquement Baba Yaga. Il va plutôt citer Ariel ou Mickey Mouse de Disney. Et je ne sais plus si c'est vous ou quelqu'un qui vous entoure, ou j'ai entendu ça quelque part, mais dans votre entourage, que quand les petites cultures sont opprimées, finalement, ils se révoltent. Ne sentez-vous pas cette espèce de révolte des, entre guillemets, petites cultures contre cette grande culture globale qui finalement est pauvre de contenu? Alors, j'accepte le raisonnement, je pense juste qu'il faut le compliquer un petit peu pour essayer d'entrer dedans. Bien sûr, je suis profane. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas une question d'être... C'est simplement pour vous dire, moi je pense qu'il faut distinguer des niveaux de réflexion. Premier niveau, l'individu. Chacun de nous résiste aussi. Ensuite, le groupe. Donc, ça peut être un groupe social, ça peut être un groupe culturel, ça peut être le village, ça peut être le quartier, ça peut être un groupe, ça peut être la religion. Et puis ensuite la nation, le pays dans lequel on vit. Et puis ensuite, je simplifie là, le monde. Eh bien, je pense que la mondialisation suscite à tous les niveaux, depuis la personne singulière, l'individu singulier, jusqu'à la nation, en passant par des groupes d'un type, des réactions qui sont dans les deux sens. C'est pour ça que tout ça n'est pas simple. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on accepte, on adopte, on est du côté de ces changements globaux, et d'un autre côté, on veut y résister. Il y a les deux à la fois. Et on le voit par exemple. Si je vous dis Internet, par exemple, vous pourrez me dire, c'est merveilleux, j'en tire des possibilités inouïes. Et puis vous pourrez me dire, oui, mais c'est ce qui permet de me surveiller, de me contrôler, de me manipuler mes besoins, me pousser à acheter ceci, etc., etc. Et donc la même chose suscitera en vous, quand vous y réfléchissez,
des sentiments contradictoires. Où il y a des gens qui sont plutôt d'un côté, plutôt de l'autre, mais vous y verrez le meilleur, mais aussi le pire. Bon, là, je lisais là, 2 livres récemment sur Internet. Je prends cet exemple, parce que c'est un phénomène mondial, global. Le premier, c'est un livre d'un sociologue italien qui s'appelle Casilli, qui montre que, en réalité, ça permet des nouvelles formes d'exploitation à l'échelle de la planète, de gens, mais dans des quantités hallucinantes, des gens qui cliquent sans arrêt, ou enfin, des petites mains, mais immenses. Bon. Donc, ça veut dire, attention, ça n'est pas neutre du point de vue des rapports de travail. Voilà. Donc, très critique. Et puis, je lis un livre d'un journaliste dont j'ai oublié le nom, mais qui est un livre très intéressant, sur comment, pour faire fonctionner Internet, les réseaux sociaux et toutes ces choses-là, en fait, on produit énormément de pollution. Parce qu'il faut beaucoup de câbles, de machines, etc. Ça fabrique de la chaleur, ça fabrique du CO2. Oh, je ne rentre pas là. Autrement dit, voilà 2 livres qui critiquent, qui montrent la face négative. Et donc, la globalisation, d'un côté, elle nous pénètre tous, je pense, parce que nous sommes dedans, que voilà, on utilise Internet. Là, notre entretien va se retrouver peut-être dans le monde entier. C'est merveilleux. Et puis en même temps, on va être très critique. Et parmi les réactions, et j'en arrive alors là à la grande affaire d'aujourd'hui, parmi les réactions, il y a la question nationale. La mondialisation, ça façonne d'un côté des nations ouvertes qui en profitent, qui font des affaires, qui s'ouvrent au monde, des gens qui voient... Après tout, la globalisation, c'est ces touristes américains dont vous parliez il y a 2 minutes, qui montent dans des cars quand ils arrivent à Paris pour aller au Louvre. Alors que jamais ils n'auraient visité le Louvre il y a 50 ou 100 ans. Donc, d'un côté, ça ouvre la nation au monde. Donc la France dit, regardez, et même, vous avez vu, la France a ouvert un Louvre à Abu Dhabi, etc. Donc, ça ouvre. Et puis d'un autre côté, ça fabrique évidemment la résistance, du repli et du nationalisme. C'est les 2. Et donc, pour vous répondre, je pense que ce que doivent faire les sociologues quand ils veulent réfléchir à ça, c'est s'intéresser aux 2 faces de ces questions. C'est que la globalisation, elle ouvre, elle fabrique un monde auquel des gens ont accès, qui n'y avaient pas accès avant, elle fabrique des choses formidables d'un côté, et d'un autre côté, à plus ou moins juste titre, elle fabrique de la peur, du repli, de la fermeture, et comme j'ai essayé de vous le dire, à différents niveaux. Donc c'est des phénomènes compliqués, donc il ne faut pas aller trop vite vers des conclusions trop rapides. Il faut faire des recherches, étudier, enquêter, aller sur le terrain, et il ne suffit pas de faire des sondages d'opinion pour comprendre ces questions. J'ai une obsession qui est personnelle. Parfois, je me pose la question qui dirige le monde. Comme je suis athée, donc je ne pense pas que ce soit le Dieu. Et ma grande obsession, c'est que c'est les artistes. Moi, je pense que l'artiste a toujours raison, l'homme politique se trompe toujours. Et je vais jusqu'à dire que certains même mouvements, comme la révolution, la grande révolution d'octobre, c'est une performance d'un groupe de peintres de Vitebsk, Malevich, Kandinsky, Lissitzky et compagnie. Aujourd'hui, on vit le fiasco total d'un homme politique, dans le sens classique du terme, et on voit qu'un comédien comique est devenu le représentant du progrès du monde démocratique, et si demain il se présentait aux élections américaines, je pense qu'il gagnerait, et peut-être même il battrait Macron. N'est-ce pas finalement l'art qui a gagné, et qu'il a foutu en l'air le système classique des dirigeants économiques et politiques? Alors, pardon pour cette abréviation. Non, c'est très, très intéressant. Je pense qu'il faut effectivement se demander quelle place occupe l'art dans le monde comme il va. Et que vous évoquez des cas de figure qui sont vrais, on peut en évoquer d'autres qui seraient différents. Et donc, après tout, ces grands artistes qui ont préparé la révolution russe, on les a éliminés ensuite, hein, en tout cas dans certains cas. Bon,
hein, le petit pistolet de, comment il s'appelait, Mayakovsky. Oui, Mayakovsky, mais pas... Mayakovsky. Bon. Oui, c'était un poète, mais pas ceux qui ont créé des... Parce que finalement, les images, c'est beaucoup plus propagande que la poésie. Alors, ce que je pense, c'est qu'effectivement, l'art fait partie des mouvements généraux d'une société. En vous écoutant, moi je pensais à mai 68 que j'ai vécu en France. Eh bien, mai 68, c'est évidemment pas l'atelier des Beaux-Arts qui l'a fait. Mais vous comprenez bien mieux mai 68 si vous avez connaissance de ce qu'a produit l'atelier des Beaux-Arts. Voilà. Donc, l'art dit des choses. Et moi, vous savez, je vais vous donner un exemple, c'est la littérature, mais c'est pareil. J'ai passé 10 ans de ma vie à étudier les problèmes de terrorisme. Donc, j'ai fait des enquêtes, j'ai interviewé des anciens terroristes ou des gens quasi-terroristes. Enfin, j'ai énormément lu des rapports, des travaux très sérieux. Mais enfin, s'il y a un livre que j'échange contre les 1000 rapports que j'ai pu lire, c'est un auteur, c'est Dostoïevski. Je comprends, j'ai réussi à comprendre certaines choses grâce à Dostoïevski, bien mieux que grâce à tous les rapports des instituts spécialisés, des think tanks et autres qui ont... bon. Et donc, oui, l'art, alors ça peut être la littérature, que je mets dans la case art, mais ça peut être évidemment le théâtre, la peinture, la musique, tout ça, comment dirais-je, fait partie du mouvement de la société. Ça peut le précéder, ça peut l'accompagner, ça peut le suivre, et ça peut aussi être manipulé ou instrumentalisé. Je vous donne un exemple que j'aime beaucoup. L'hymne à la joie de Beethoven. J'ai un de mes collègues sociologue, historien, qui a écrit un livre pour expliquer comment, un livre gros comme ça, pour expliquer comment l'hymne à la joie est utilisé de toutes les façons possibles et imaginables, de l'extrême gauche à l'extrême droite, pour accompagner les choses les plus variées. Et donc, je crois même qu'aujourd'hui c'est l'hymne de l'Europe. Je ne suis pas certain, c'est à vérifier, mais je crois. Donc, si vous voulez, il y a également ça, c'est que l'art, ici la musique, ça permet à chacun de projeter quelque chose qui vous sera personnel ou collectif, mais propre à un collectif, au-delà d'un discours politique ou autre classique. Et donc ça c'est très, je le dis peut-être maladroitement, mais c'est très important. Un tableau, tout le monde ne le verra pas de la même manière. Tout le monde ne le percevra pas de la même manière. Une œuvre de musique, comme je viens de le dire, c'est pareil. Et donc, ce qu'apporte l'art, c'est une sorte de flexibilité dans le fait de dire des choses qui seront pourtant éventuellement déterminantes sur un aspect ou sur un autre. Alors moi, je ne suis pas capable d'apprécier le poids de ce groupe d'artistes dans la Révolution russe, je serais très prudent, mais je suis convaincu que ça fait partie. Et puis vous savez, quand des gens préparent quelque chose, il peut y avoir des artistes parmi eux qui s'expriment, pas seulement par leur art, mais aussi en tant qu'artistes. Donc tout ça est certainement très important. Et oui, je pense que c'est en allant ailleurs que dans le discours politique déjà construit qu'on trouvera des clés de compréhension, bien sûr, du monde dans lequel on est, y compris dans des lieux les plus improbables. Là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle 1797. C'est un livre d'histoire sur l'année 1797. Il y a un chapitre entier consacré à Sade. Le marquis de Sade était enfermé à la Bastille, à Charenton, en asile. Après avoir été enfermé à la Bastille, bon, il sort de la Bastille, il reste un peu en liberté, puis un beau jour, on le met dans un asile, à l'époque on l'appelait pas ça comme ça, mais psychiatrique, à Charenton. Eh bien, à Charenton, il faisait du théâtre. Eh bien, c'est très intéressant, la lecture de ce théâtre auquel il a participé. Bon, il y a eu, surtout d'ailleurs en Suisse, mais enfin, il y a eu ce qu'on a appelé l'art brut, à une certaine époque. Ça nous dit des choses, ça nous montre que des gens, c'est ça aussi l'art, des gens qui ne sont pas les professionnels du discours politique, disent des choses sur la vie collective, sur la vie sociale, inattendues, et qui peuvent être extrêmement forts, extrêmement poignants, et qui peuvent nous, éveiller notre esprit autrement que par la politique. Donc, je suis d'accord avec vous, et je dirais même, moins les politiques s'occupent de l'art, et mieux ça vaut. Parce que, en général, c'est pas brillant. Mais, alors, c'est pour ça que tout ça est compliqué. Hein.
en vous disant ça, je me dis, souvent, dans certains pays, c'est le cas de la France, un grand homme politique aime laisser une marque artistique. Alors, exemple, Mitterrand faisait construire quand même, lui c'était l'architecture. Alors on n'aime pas ce qu'il a fait construire. Staline, d'une certaine façon, a voulu créer sa propre forme d'art. Et donc, l'art permet aussi à des pouvoirs politiques de manifester leur existence. Et donc, on m'avait expliqué, je ne sais pas si c'est vrai, que sur la place du Manège à Moscou, il y a un grand monument, quand on le regarde de face, pas du côté du Manège, mais en face, il y a un grand bâtiment qui a l'air d'être un seul bâtiment, mais qui correspond à deux architectures assez différentes. Oh oui, c'est l'hôtel de Moscou. Voilà, et que l'explication, c'est que quand on a amené à Staline les deux projets, il a signé au milieu. Ouais. Et donc, comme tout le monde avait la trouille de Staline, les gens disent, bon, on va faire une moitié de l'un et l'autre moitié de l'autre. Parce qu'ils ont eu peur. De Staline. Ils disent, oui, si on a mal compris, du coup, ils ont fait la façade qui n'est pas symétrique. Mais vous savez, le pire, c'est que cet hôtel Moscou, qui maintenant est Four Seasons, il était entièrement reconstruit à l'identique, parce qu'il était vétuste, et donc ils ont décidé de le refaire. Et ils l'auront fait pareil. Ah bon. Et donc, ça c'est intéressant, parce que ça veut dire aussi que l'art peut nous permettre de lire le pouvoir, et de réfléchir à la façon dont le pouvoir fonctionne. Et donc, moi je trouve que c'est très intéressant, parce que expliquer, ça a l'air anecdotique, mais... Pas du tout. Expliquer une petite chose comme ça, c'est aussitôt rentrer dans l'univers du stalinisme. Bien sûr. Mais l'art et le pouvoir, c'est entièrement lié. Souvent, l'art est le design du pouvoir, ou l'expression du pouvoir. Bien sûr. Écoutez, regardez Napoléon qui se fait peindre par David, je crois, et des choses comme ça. Donc oui, et tous les rois de France qui se faisaient peindre. Il fallait. Et donc, voilà, il y a un lien entre l'art et le pouvoir, et il y a un lien, ce que vous disiez au début, autrement, mais c'était ça, il y a un lien aussi entre l'art et le contre-pouvoir, la révolution. Voilà, donc, ne pas réfléchir à l'art, c'est s'amputer de beaucoup de choses, et je vais vous lire là en sociologue maintenant. Oui. Les sociologues, pendant une assez longue période, se sont désintéressés des émotions, des passions, des sentiments. Aujourd'hui, ça revient en force dans les sciences sociales. Mais c'est des thèmes très importants, parce que si on veut comprendre beaucoup de choses, on ne peut pas tout ramener à la raison, à des raisonnements. Bon. Et pour comprendre tout ce qui touche aux émotions, aux passions, aux sentiments, eh bien, je pense que tout ce qui est monde artistique est tout à fait central. Je pense que vous aviez eu une espèce de colloque avec, j'ai oublié le nom de cette personne, et c'était sur l'intégration. Et cette autre personne, votre vis-à-vis, avait cité un philosophe qui en 1958 a dit « Le grand danger, c'est pas la bombe atomique, mais c'était la méconnaissance de soi », si je ne me trompe pas. C'était René... je peux vous trouver... ah bah oui, en tout cas c'est intéressant. Et pourtant c'était bien en parlant avec vous. Et du coup, j'ai trouvé ça tellement... Est-ce que ça peut être Paul Ricard? Paul Ricard. Alors c'était un très grand philosophe. Voilà, c'était un très très grand philosophe. Et il a dit la bombe, comment dire, la peur, non, exactement, le danger, ce n'est pas la bombe atomique, c'est le scepticisme. Alors je ne sais pas ce qu'il avait exactement en tête, mais dans le contexte actuel, ça nous parle très fortement. C'est-à-dire que, en réalité, c'est le scepticisme qui rend possible peut-être l'usage du feu nucléaire. Ça, bien sûr. Bien sûr. Mais c'était aussi une façon de dire, il n'y a pas que la technologie nucléaire, la bombe, il y a la façon dont les hommes réfléchissent, sont sceptiques ou critiques, ou comprennent ou ne comprennent pas. Mais là, d'ailleurs, c'est une réflexion qui s'éloigne, mais pas beaucoup de ce que vous dites. Qu'est-ce qui fait que l'on comprend ou qu'on ne comprend pas ce qui se prépare? Qu'est-ce qui fait que on sent que Poutine va attaquer ou on ne le sent pas? Après tout, 8 jours avant, il y avait encore des grands experts pour nous expliquer qu'il n'attaquerait jamais. Bon. Et donc, je pense que quand on est démocrate,
on a de la peine à envisager que les autres ne le soient pas. On a de la peine à rentrer dans la psychologie et dans la façon de réfléchir des gens qui ne sont pas démocrates. Et je pense donc que si vous êtes vraiment très 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 démocrate, vous avez beaucoup de peine à envisager que Poutine puisse faire ses, entre guillemets, opérations militaires en Ukraine. J'ai une toute petite expérience personnelle, mais ce n'est pas seulement anecdotique. Si vous voulez, je vous la raconte. En novembre 1981, donc 3 semaines à peu près avant le 13 décembre 1981, quand le général Jaruzelski met en prison à peu près 15 000 membres de Solidarność et détruit ce syndicat qui avait commencé à mettre à mal le modèle général soviétique. Eh bien, il se trouve que je vais dîner chez un personnage qui était un collègue sociologue, donc à ce titre, je pouvais aller le fréquenter, mais qui était aussi quelqu'un qui était membre de l'équivalent d'une sorte de conseil d'État, enfin qui était du côté du pouvoir. Et on est très peu à table, et à un moment, je lui dis, il s'appelait, comment il s'appelle, Tchepansky. Je dis, Monsieur Tchepansky, est-ce que vous pouvez me dire comment tout ça va évoluer? Donc on est au moment où Solidarność existe. Oh, il me dit, c'est très simple. Un soir, les milices, militaires et autres arrêteront 10 ou 20 000 membres de Solidarność, les mettront en prison d'une manière ou d'une autre, et ce sera terminé. Je suis sorti de chez lui, j'avais aussitôt oublié ce qu'il m'avait raconté. Ce qui fait que quand 3 semaines plus tard, il s'est passé exactement ce qu'il m'avait dit, j'étais stupéfait. Et j'ai dû beaucoup réfléchir, pourquoi, et pourquoi des gens comme moi ne pouvaient pas comprendre, ni même entendre un scénario non démocratique. Eh bien, c'est parce que, quand on est démocrate, profondément, on ne peut pas envisager des scénarios de ce type. Et donc, je pense que la démocratie devrait être moins naïve, je vais vous le dire comme ça, qu'être démocrate... Ou arrogante. Hein, voilà, exactement, et que nous devons savoir que des gens utilisent la force, la brutalité, se moquent complètement du droit si ça les arrange, etc. Et donc ça devrait faire partie, paradoxalement, de la culture démocratique. D'où ma question par rapport à la peur. Est-ce que... tout à l'heure, on disait que la question qu'on pose à Moscou, où on risque 15 ans de prison pour un oui ou pour un non, et la même question posée en France doit être analysée de façon différente. Aujourd'hui, avec la menace de la bombe nucléaire, est-ce que la sociologie va changer des questions, ou les analyses de ces questions? Elle va surtout changer, évidemment, dans son approche de ces questions. Un sociologue se pose des questions. Bon, ça, il choisit. Il choisit. Parfois, des questions s'imposent parce qu'une société est tellement sous l'emprise d'un immense problème qu'il faut bien que les sociologues s'en préoccupent. Mais en général, le sociologue choisit. Pourquoi est-ce qu'un sociologue va s'intéresser à l'art, à l'architecture, à la musique, ou à tel groupe social, ou aux banlieues, ou à l'islam? C'est son choix. Alors il faut comprendre pourquoi. C'est intéressant d'ailleurs de réfléchir aux choix que chacun de nous peut faire dans sa vie, au point de vue professionnel ou autre. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, après le sociologue, il va se définir en fonction de ses orientations théoriques. Par exemple, vous avez des sociologues qui pensent que ce qui compte, c'est avant tout la société dans son ensemble. Des sociologues qui pensent que ce qui compte, c'est avant tout les conflits qui existent dans une société. Pas la même chose. Donc, vous avez des orientations théoriques, je ne vais pas rentrer dans la cuisine, c'est pas la peine, mais donc le sociologue va se définir par rapport à l'une ou l'autre d'entre elles. Et puis, troisièmement, une fois qu'il aura choisi la question qu'il veut se poser, il aura son cadre théorique, plus ou moins souple, bien sûr, pas forcément idéologique et rigide. À ce moment-là, il choisira sa démarche. Mais la démarche, elle sera fonction des possibilités. Si par exemple, je veux comprendre comment les Russes aujourd'hui pensent, vivent cette affaire militaire, je sais que l'idéal serait qu'avec toute une équipe de sociologues, je puisse aller faire beaucoup d'entretiens, d'observations sur le terrain. C'est impossible. C'est impossible. Donc je ne vais pas vous dire que je vais aller étudier les choses de cette manière-là. Alors, comment est-ce que je les étudierais? Je trouverais des détours. Par exemple, je dirais, ah bah tiens,
il y a un très grand nombre de Russes qui quittent leur pays en ce moment, eux, je peux aller les interroger. Peut-être qu'ils m'aideront déjà à mieux comprendre. C'est pas parfait, vous voyez, mais bon, c'est pas une observation de ce qui se passe sur le terrain, mais eux, ils ont... Vous savez, les États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait pendant des dizaines, 20 ou 25 ans, pendant toute la guerre froide. Ils avaient un énorme programme de recherche dans lequel, dès que quelqu'un arrivait du monde soviétique, on allait le débriefer, s'interroger. Bon, c'était... Voilà. Bon, ou bien, alors d'autres gens diront, non, moi ce que je vais faire, c'est que je vais lire la presse russe, et je saurais décoder... Bon, alors dans le temps, c'était... alors là, c'était des spécialistes, c'était une sorte de kremlinologie. Vous aviez aux États-Unis, moi j'en ai rencontré à Washington, vous aviez des gens qui passaient leur temps à lire la presse soviétique et à en déduire à tel ou tel petit indice qu'il s'est passé quelque chose. Donc c'est une autre façon de faire. Bon, vous en avez d'autres qui diront, ben, moi je vais me déguiser en je sais pas quoi, en voyageur de commerce, et en représentant de commerce, et j'irai soi-disant pour vendre je sais quel produit, et en réalité j'essaierai de ramasser des observations. Oui. Il y a mille et une façons de contourner, mais on ne pourra pas faire la belle et grande recherche qu'on ferait dans un pays comme si on disait on va étudier en France. Je comprends. C'est juste que la menace de la bombe nucléaire, c'est pas tel ou tel pays, c'est général. C'est-à-dire que si on va y aller tous, on va y aller tous au paradis. Alors ça, c'est un autre problème, c'est que, enfin pour moi, c'est une affaire vraiment qui est dans les mains d'un pouvoir hyper concentré. Celui qui décide du feu nucléaire, il est pratiquement seul à prendre la décision. Ils sont 3 ou 4 peut-être. Donc là, on rentre dans autre chose. Qu'est-ce que c'est que de déléguer un tel pouvoir à un nombre si limité de personnes? Il faut avoir une confiance absolue. Hein. Et qu'est-ce qui se passe quand la personne qui a le pouvoir n'a plus votre confiance? Là, on rentre dans des grands problèmes. Mais là, comment vous dire, le brave français ou le brave russe, il n'a pas son mot à dire, malheureusement. Si Poutine décide d'appuyer sur le bouton et que les 2 ou 3 personnes proches de lui... Si le brave français n'a plus son mot à dire, alors vous mettez en cause votre profession. Pourquoi lui poser la question à ce brave français, puisqu'il doit fermer sa gueule? Voilà, donc ça c'est dans l'immédiat. Par contre, le brave français, il aura voté pour un chef d'État qui aura dit on continue à dépenser de l'argent pour être à la pointe de la technologie, pour être prêt, pour avoir des sous-marins qui ont des... etc. Enfin bon, je ne suis pas un expert. Voilà, il aura eu quand même la possibilité de s'exprimer. D'accord. Mais avant, mais pas au moment de... Donc c'est pas la même temporalité. Et donc ça c'est une des grandes questions aujourd'hui pour les sciences sociales en général, c'est que les problèmes dont on parle relèvent de différents niveaux de temporalité. Tout à l'heure je vous parlais de différents niveaux de l'individu au monde. Là il y a aussi des problèmes de temporalité. C'est une chose que de penser que demain peut-être Poutine va appuyer sur le bouton du feu nucléaire, c'est autre chose que de réfléchir sur comment on en est arrivé là, comment on met en place tout ça, comment ça fonctionne, enfin, et là on rentre dans des choses qui ne sont pas la même temporalité. Et c'est un problème pour nous les sociologues, vous savez. Je vais vous raconter, c'est pas anecdotique du tout. J'ai consacré 10 ans de ma vie à étudier les problèmes de terrorisme. Donc, je connaissais beaucoup de choses. Et j'ai publié, et je me suis aperçu d'une chose, c'est que ce que je faisais n'était jamais au niveau de ce qui peut être attendu dans la société. C'est-à-dire, ou bien il ne se passait pas d'événements terroristes, alors quand il n'y a pas de terrorisme, les gens n'achètent pas de livres sur le terrorisme, pour le dire rapidement. Ou bien il y en avait. Mais quand il y en avait, les gens n'achètaient pas davantage mes bouquins, parce que moi j'expliquais des choses sur la durée, alors que les gens, qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? À juste titre. Est-ce que demain, ça va péter à tel endroit ou à tel autre? Est-ce qu'on a bien arrêté le bon coupable? Etc. Autrement dit, moi, je ne répondais... J'estime que je faisais un travail de fond sur un sujet, mais qui ne correspondait pas aux attentes du public, parce que soit il se fichait complètement de ce que je pouvais faire, soit au moment où les problèmes arrivaient, les problèmes étaient vécus autrement. Et vous savez, puisqu'on parle de la Russie, j'ai écrit un livre, j'ai fait une recherche sur la Russie. Ben c'est pareil, je publie un livre sur la Russie, c'était en 94-95, avec un ami, Alexis Bérélovitch. On avait étudié, on a passé 2 ans en Russie,
On avait étudié les nouveaux acteurs, les mouvements écologistes, les nouveaux entrepreneurs, la conversion de la nomenclature, les intellectuels, c'était pas très brillant d'ailleurs, etc. On avait vraiment un train. Mais qu'est-ce que voulaient les Français au moment où on parlait de la Russie, à chaud? Ben, ils voulaient savoir si Yeltsin était complètement alcoolique, si les Russes se saoulent vraiment autant qu'on le dit, la prostitution, la mafia. Alors ça, oui, ça intéressait le grand public. Un livre sérieux, sur le fond, beaucoup moins. Donc il faut savoir que les sciences sociales, c'est pas le journalisme, c'est autre chose, c'est décalé, c'est pas les sondages d'opinion, c'est autre chose. Et donc il faut aussi accepter que tout ne soit pas dans la même temporalité ou dans la même façon de voir le monde. Malheureusement, le public n'est pas devenu plus intelligent en ce qui concerne l'intérêt pour la Russie. Il s'intéresse toujours à la balalaïka et à la vodka. Enfin, c'est comme ça. Ma dernière question à vous, juif polonais et sociologue. J'ai cru comprendre qu'un bon rabbin, c'est celui qui sait poser une bonne question. Contrairement au pop, le rabbin ne donne pas de réponse. Quelle serait aujourd'hui la question du sociologue qu'il soumettrait au sondage? En France, en Russie Aujourd'hui, dans le monde dans lequel, là vous dites d'échéance de la France, je dis le monde en question, est-ce que demain sera? Quelle est votre question de rabbin sociologue? Écoutez, ce ne serait pas une question de sondage, hein, je vous le dis tout de suite, puisque j'ai été très critique. Mais je crois que moi, ce qui m'intéresserait, c'est à quelles conditions peut-on faire progresser la démocratie? Alors, je le formulerai autrement, mais vous voyez, je poserai une question. Je pense que nous avons besoin de réfléchir beaucoup plus à la démocratie. Il y a 50 ans, pendant la guerre froide, c'était facile. Nous, on est démocrates, et eux, ils sont soviétiques, antidémocratie. On est le bien, ils sont le mal. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir comme ça. On est obligé de s'interroger sur nous-mêmes. Et donc voilà, quelles sont les conditions, d'après vous, qui pourraient rendre possible plus de démocratie? Ça, c'est moi là. Mais j'ai l'impression que vous avez donné la réponse. Il faut avoir un ennemi. Parce que vous dites que c'est simple quand il y a un ennemi. Alors, dès que l'ennemi disparaît, c'est plus simple. Donc aujourd'hui, tout le monde dit notre ennemi c'est Poutine. Demain, on lui met une balle dans la tête et on va se retrouver avec nos problèmes. Nouveau. Eh bien, je dirais, que se passe-t-il? Alors, on pourrait poser la question comme ça. Demain, Poutine s'en va, la question de l'autoritarisme en Russie est réglée, ça ne nous concerne plus, ou ça ne concerne que les Russes, c'est fini la guerre. Eh bien, comment on ne peut pas se satisfaire de ça, et par conséquent, comment faire qu'il y ait plus de démocratie? C'est ça la question que je poserais, parce que la démocratie, c'est la capacité de traiter sans violence, sans autoritarisme, de ce qui nous sépare les uns des autres. On n'est pas fait de la même manière, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes visions des choses, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même religion, on n'a pas la même culture, enfin, plein de choses nous séparent. Je suis ouvrier ou je suis patron, etc. Plein de choses nous séparent. Comment faire en sorte de vivre ensemble? C'est ça. Le problème, c'est que votre question, elle est philosophique. Moi, parce que la question sociologique, c'est oui ou non, plus oui, plus non. Ah non, là, vous êtes injuste avec la sociologie. Au contraire, je veux dire, la sociologie, oui. Je veux vous dire, c'est, je vais vous poser des questions, et une fois que qu'on aura discuté sur la base de ces questions, ne répondez pas. Vous et moi, nous aurons élevé notre niveau de perplexité. Peut-être. Merci.